Les réfugiés est-allemands continuent d'affluer en Bavière. Un émissaire soviétique de haut rang condamne à Berlin-Est ce qu'il appelle une opération de débauchage. Le gouvernement réajuste son plan pour l'emploi. Nouveaux allègements de charges pour les entreprises, meilleure formation pour les chômeurs. L'avenir de la Corse, les recommandations raisonnables du rapport Prada établi après la grève du printemps dernier. Daniel Gilbert, toujours en prison après une longue confrontation chez le juge qui ne l'a pas libéré. Madame, Monsieur, bonsoir. Combien sont-ils ce soir entassés dans les camps organisés au cordeau par la Croix-Rouge allemande? La police des frontières bavaroises n'est pas parvenue aujourd'hui à compter précisément le nombre de réfugiés est-allemands qui ont afflué toute la journée de Hongrie. Plus de 10 000, en tout cas largement plus de 10 000, presque tous de la même génération, des jeunes, déjà formés au travail, des brouillards, le levain d'une société qu'ils fuient et qui va enrichir à l'ouest une économie en pleine croissance. Les patrons allemands ne s'y trompent pas, qui sont déjà dans les camps pour sélectionner et embaucher. Sur place en Bavière, Philippe Rochaud, Ali Ejrat. En 24 heures, le camp de Vilshofen s'est transformé en réservoir de main-d'œuvre. Cette femme au blouson de cuir est chef du personnel dans une clinique. Elle cherche des infirmières et demande à ces jeunes réfugiés si elles sont qualifiées. Elle a fait 300 km de Ulm pour coller cette annonce. Vous pensez trouver des infirmières? Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai rencontré 2 seulement, mais elles veulent rester ici avec leurs amis. Malgré le chômage, on trouve peu de puéricultrices et avec des employés d'Allemagne de l'Est, on peut les payer moins cher. C'est plus facile. Les panneaux d'affichage du camp débordent déjà des annonces d'entreprises qui demandent des menuisiers, des tourneurs, des chauffeurs de camions, alors que l'Allemagne fédérale compte 2 millions de chômeurs. C'est allé très vite pour moi, je suis surprise. Malgré le chômage ici, vous avez trouvé aussi facilement? Pourquoi? Je suis serveuse et peut-être qu'ici, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour faire ce travail. Ici, c'est une entreprise du centre de l'Allemagne fédérale qui cherche du personnel et espère en trouver parmi les réfugiés débarqués hier. On a trop peu d'ingénieurs et de main-d'œuvre qualifiée en électronique. C'est pour ça qu'on est là. Mais pour vous, ça revient moins cher aussi d'employer des Allemands de l'Est. Non, non, pas du tout. On les paye la même chose que les autres et on fournit même l'appartement. Ici, on demande un maçon. Moi, je suis soudeur et monteur de chaînes de machines, pas maçon. Mais je suis déjà en contact avec des firmes. J'ai parlé avec eux. Enfin, restent les 2000 enfants des réfugiés qui devront obligatoirement être intégrés dans les écoles des cités où s'installeront les familles. La vague de réfugiés semble se tarir ce soir, mais d'autres Allemands de l'Est seraient en route vers la Hongrie à travers la Tchécoslovaquie et la Roumanie. L'Allemagne fédérale a annoncé tout à l'heure l'octroi d'un crédit d'1,7 milliard de francs en faveur de la Hongrie, sans rapport, dit-on, avec l'affaire des réfugiés. Aucun rapport non plus, officiellement du moins, entre l'affaire et l'arrivée à Berlin-Est tout à l'heure de Igor Ligatchov, membre très conservateur du bureau politique du Parti communiste soviétique. Une visite qui intervient juste après une déclaration de l'agence TASS réaffirmant le soutien indéfectible de Moscou à l'Allemagne de l'Est, sans accuser pour autant la Hongrie. Georges Bortoli. Monsieur Ligatchov, chef de file des conservateurs du Kremlin, trouve en Allemagne de l'Est des interlocuteurs selon son goût. Il trouve des dirigeants communistes qui ne parlent ni de perestroïka ni de glasnost. Il trouve un régime dur qui interdit la liberté d'expression, ce qui n'empêche pas ses citoyens de revendiquer le droit à l'émigration, comme ceux-ci qui, le 4 septembre dernier à Leipzig, étaient dispersés par la Stasi, la police politique. On ne sait pas si au cours de cette visite, M. Ligatchov pourra voir M. Honecker, celui qui a représenté l'Allemagne de l'Est si longtemps et partout, de Berlin à Moscou et de Moscou à Paris, serait très malade. Mais M. Honecker reste le visage d'une Allemagne de l'Est crispée sur son passé. Une Allemagne de l'Est qui a tout de même reçu
un certain réconfort et un certain appui de la part de Moscou, puisque l'agence TASS, vous le disiez, la nuit dernière, puis M. Ligatchov tout à l'heure à Berlin, ont condamné ce que M. Ligatchov appelle le débauchage des citoyens de la République démocratique allemande par certains milieux de la République fédérale allemande. Donc, voilà un avertissement en direction de Bonn sur le thème « Surtout n'allez pas trop loin », mais seulement en direction de Bonn. Oui, et en direction de la Hongrie, en revanche? Alors, en direction de la Hongrie, les propos de Moscou, le ton de Moscou reste tout à fait courtois, contrairement à ce qui se passe entre la Hongrie et la République démocratique allemande. Alors là, on n'ose plus parler de pays frères selon la vieille phraséologie, car le gouvernement est-allemand en est à accuser par note officielle la Hongrie d'avoir violé le droit international. Oui, un communiqué très dur qui est tombé donc en fin de journée. À Prague, la majorité des Allemands de l'Est qui s'étaient réfugiés à l'ambassade ouest-allemande ont quitté les lieux sur la promesse qu'ils ne seraient pas poursuivis et qu'ils pourraient tenter d'émigrer légalement. La grande moitié aveugle de l'Europe commence à voir le jour. Demain matin, au Conseil des ministres, Michel Rocard présentera le nouveau plan emploi de son gouvernement. Les grands axes restent ceux de l'an dernier, moins de charges pour les entreprises, plus de formation pour les chômeurs. Maryse Manot en connaît déjà l'essentiel. La fin des TUC, c'est ce qui marquera le second plan Rocard pour l'emploi. En perte de vitesse, ils vont disparaître au profit de véritables contrats de travail rémunérés sur la base du SMIC. Ce changement de statut devrait offrir aux jeunes les mêmes droits sociaux qu'aux salariés et doublerait leur salaire, environ 2 500 francs pour un mi-temps. Donc je crois que maintenant les conditions sont au contraire réunies pour qu'ils attirent à nouveau des jeunes. Toute mesure qui peut être prise nécessite que ce soit pour l'emploi stable dans l'entreprise. Sinon, eh bien, nous allons recommencer le cercle infernal de l'emploi précaire, du chômage, etc. La lutte contre l'exclusion, c'est le volet social du plan Rocard. Le volet économique, lui, fait appel aux mêmes recettes que l'an dernier. Allègement des charges patronales pour encourager les entreprises à embaucher les salariés peu qualifiés. 1% de moins pour les charges d'allocation familiale, baisse des cotisations accidents du travail, 2 points de moins pour l'impôt sur les bénéfices réinvestis, mais aussi encouragement financier à la création de tout nouvel emploi. Il n'y a pas véritablement d'allègement des charges, il y a transfert de charges par le déplafonnement des allocations familiales et des accidents du travail de certains secteurs vers d'autres. Bon, évidemment, les secteurs qui en bénéficieront seront très heureux, ceux qui verront une augmentation le seront moins. Enfin, le plan Rocard, subvention à la clé, veut encourager la réduction du temps de travail en utilisant au mieux les machines, mais aussi en limitant le recours excessif aux heures supplémentaires, autant de freins à l'embauche de nouveaux salariés. Oui, rappelons les chiffres pour situer l'échelle du problème. 2,5 millions de chômeurs en France, dont quelques 800 000 dits de longue durée, plus d'un an sans emploi. Pourtant, l'économie tourne. 250 000 emplois ont été créés l'an dernier. Paradoxe, beaucoup d'entreprises ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'elles cherchent et elles abusent des heures supplémentaires, comme cette entreprise d'Auxerre, le fief du ministre en charge, Jean-Pierre Soisson. Reportage Véronique Auger, Jacques Gérard. Plantons le décor. Juin, côté Seine, les enfants abandonnent l'école pour 2 mois. Délai unique et idéal pour refaire la cantine. Tout bon chef d'établissement qui se respecte souhaite du sur-mesure. Juin, côté coulisses. Louis Guillon, leader en France dans la fabrication de ce genre de cuisine. Une seule alternative s'impose à lui, ou bien il refuse certaines commandes des lycées et collèges qui se bousculent en été, solution exclue, ou bien ses 100 salariés dépassent leur quota d'heures supplémentaires. Par cette lettre, il demande une dérogation. Il souhaite 4 heures de plus par personne et par semaine. L'inspection du travail décide de ne lui en accorder que la moitié. Comme beaucoup de patrons, il décide de passer outre. Vous n'auriez pas pu embaucher ? Aujourd'hui, il s'avère que nous avons une très grande difficulté de trouver du personnel qualifié, que d'autre part, trouver du personnel disponible, surtout en période de vacances, parce que notre charge la plus importante se situe sur les mois de juin, juillet et août, puisque nous fournissons du matériel de grande cuisine pour tout ce qui est collège, lycée et école. Et il s'avère qu'en cette période, il nous est très difficile de trouver du personnel disponible. Une situation de manque qui, ici comme ailleurs, arrange les salariés déjà en place. Vous ne pensez pas que c'est un peu une position égoïste par rapport aux chômeurs? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas, mon sang. Vous pensez qu'en fait, on trouverait personne à votre place? Non, même si on mettait quelqu'un à ma place, bon, il pourrait me remplacer, ça c'est évident.
Mais étant donné qu'il n'a pas l'habitude du travail que j'effectue tout au long de l'année, il est préférable à mon sens qu'on me prenne à moi. Et vous en avez besoin, vous, financièrement? Et moi, personnellement, bon, j'en ai besoin aussi. Entreprise hors la loi, heureuse, où le PDG peut même faire des heures supplémentaires de chez lui. Le président Mitterrand a inauguré ce matin les premières rencontres annuelles de la formation professionnelle à la Villette à Paris. Dans son discours, il a défini ce qu'il a appelé le carré magique de l'éducation au XXIe siècle, c'est-à-dire 80% de bacheliers par classe d'âge, réforme des programmes, formation continue et surtout égalité d'accès au diplôme. Tout jeune doit atteindre à l'issue de sa scolarité un niveau de formation reconnu. Bon, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, on peut imaginer ce que l'on voudra. Un diplôme reconnu, puisque notre société fonctionne sur ces données, eh bien, il faut en passer par là. Et puis après tout, c'est un bon critère. Mais c'est à nous tous qu'il importe de briser cet injuste enchaînement qui conduit encore chaque année 100 000 jeunes à la sortie de l'école sans aucun diplôme. On imagine ce qu'ils deviennent, on le sait bien. Quant à la réforme des programmes, le ministère de l'Éducation nationale vient d'envoyer 1 million de questionnaires dans tout le pays aux enseignants, aux parents pour avoir leur avis. Ramassage des copies en décembre. Une succession très convoitée, celle de Jean-Claude Gaudin à la présidence du groupe UDF de l'Assemblée nationale. 3 candidats se sont déjà déclarés, François Léotard, Philippe Mestre et Charles Minon. Voilà qui ne va pas cicatriser les divisions au sein de l'UDF. Nom de l'élu le 25 septembre prochain à Vichy. En Pologne, le gouvernement de Tadeusz Mazowiecki a été massivement approuvé par le Parlement. Le Premier ministre, lui, a été pris d'un malaise pendant son discours. Non sans humour, il a comparé son état de fatigue à celui de l'économie polonaise. Jacques Merlino. Difficile et impressionnant d'être le premier chef de gouvernement non communiste dans un pays de l'Est. Tadeusz Mazowiecki, en tout cas, semble déjà bien fatigué. Gorge sèche, respiration difficile, il cala au bout de 45 minutes de son discours d'investiture et fut alors contraint de se tourner vers le président du Parlement, M. Kozakiewicz, pour lui demander de suspendre la séance. Et ce n'est que 30 minutes plus tard qu'il revint, après que les médecins lui aient fait un rapide examen cardiaque. Le général Jaruzelski, qui assistait à la séance dans la tribune présidentielle, resta comme à l'accoutumée impassible. Avec humour, Tadeusz Mazowiecki estima que sa santé ressemblait à celle de l'économie polonaise. « Je m'en suis sorti », déclara-t-il, « j'espère que l'économie de mon pays s'en sortira aussi ». Un souhait ratifié par le Parlement, le gouvernement de M. Mazowiecki fut investi à une très large majorité, 402 voix sur 415 votants. 100 jours déjà que la répression du régime chinois s'est abattue sur la place Tiananmen. Une cérémonie doit avoir lieu ce soir au Parvis des droits de l'homme à Paris. D'après le quotidien de Pékin ce matin, la sécurité de la capitale chinoise reste toujours sous la menace des conspirateurs. Mais quel visage font aujourd'hui les étudiants de Pékin? Quelle ambiance dans les universités? Philippe Menu et Dominique Torres reviennent de Pékin. C'est ici que résonnaient les discours enflammés des leaders étudiants. C'est de là qu'a surgi le printemps de Pékin. Sur ces panneaux s'affichaient les principaux mots d'ordre et les fragments d'espoir. Aujourd'hui, l'université de Beida est punie, la rentrée est repoussée, les élèves sont soumis à des contrôles politiques, 1/3 des étudiants sont astreints à une période militaire d'1 an. L'université de Tsinghua, les cours ont recommencé avec ses brimades, ses contrôles. Ici aussi le silence. Un seul étudiant acceptera de parler de cette étrange rentrée. Certains étudiants parlent de tout ça. Ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Mais ils doivent se réinscrire en fac tous les ans. Et s'ils ne manifestent pas leur adhésion au gouvernement, alors ils ne pourront pas s'inscrire. Est-ce qu'ils ont des cours politiques?
Oui, ils ont au moins 3 cours d'éducation politique par semaine, matin, midi ou soir. Aujourd'hui, l'autocritique est de mise, aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants, qui se réfugient dans des occupations sans risque. Il y a 3 mois, tous ces étudiants réclamaient bruyamment dans la rue plus de démocratie et plus de liberté. Aujourd'hui, ils se taisent, chacun gardant pour lui ses espoirs blessés. D'autres reportages tournés clandestinement en Chine par nos équipes seront demain soir à 22h15 au programme de Résistance, un numéro entièrement consacré au grand bond en arrière de la Chine, demain soir donc 22h15. Afrique du Sud, une première, le gouvernement sud-africain autorise la grande marche anti-apartheid prévue demain dans la ville du Cap. C'est bien la première fois que le gouvernement autorise une marche de protestation. Et puis cet attentat tout à l'heure en plein Madrid, un procureur de la plus haute instance juridique espagnole a été mitraillé à bout portant dans un parking, un attentat qui d'après les autorités porte la marque de l'ETA. Quel avenir pour la Corse? En plus de 500 pages, le rapport Prada, du nom du haut fonctionnaire chargé de comprendre les ressorts de la grève du printemps dernier, ce rapport Prada donc suggère tout un ensemble de mesures qui paraissent tout à fait raisonnables, en tout cas aux continentaux, et que résume Françoise Joly. Voici 500 pages et quelques clés pour décrypter le malaise corse. En première ligne, les prix. Effectivement, remplir son chariot en Corse coûte plus cher que sur le continent, mais surprise, l'écart relevé n'est que de 5%. Sur le banc des accusés, les transports intérieurs déficients et des distributeurs en situation de quasi-monopole, avec des exemples cités connus, le carburant ou le ciment. Deuxième volet du rapport Prada, la continuité territoriale et la nouvelle surprise. La subvention de 753 millions de francs attribuée cette année à la Corse est plutôt bien employée. Mais un point noir, des coûts de gestion démesurés. L'an prochain, 150 millions de francs devront être économisés. Mais la table ronde qui a suscité le plus de polémiques est celle portant sur la fiscalité. La Corse bénéficie d'importants avantages fiscaux qui, selon les auteurs du rapport, profitent aux consommateurs aux dépens des entreprises. Un argument contesté par certains élus corses, même s'ils accueillent plutôt favorablement ce rapport. Il y a la partie fiscale. On a un peu l'impression que ces propositions faites par des technocrates ont pour objet de rogner les quelques avantages dont bénéficie la Corse pour les redéployer, certes dans le sens de l'investissement productif, mais sans qu'un effort de solidarité nationale volontariste soit fait en faveur de la Corse. Enfin, concernant le malaise dans la fonction publique, Michel Prada recommande entre autres des négociations sur le déroulement des carrières. Quant au développement économique de l'île, le rapport donne la priorité aux activités touristiques, mais dans le cadre d'une action concertée pour éviter le courroux des nationalistes. C'est à la fin du mois prochain qu'un comité interministériel décidera du sort du rapport Prada. Manifestation inhabituelle tout à l'heure à Paris, celle de quelques 15 000 agents des finances, notamment ceux des impôts. Parmi eux dans l'appui, Jean-Pierre Métivet, Noël Alexandre. Leur guérilla administrative dure depuis 4 mois. Dans la rue, ils sont chaque fois plus nombreux, 15 000 aujourd'hui. Mais attention, pour le dernier tiers, les chèques seront encaissés à l'heure. Seule conséquence, la TVA ne rentre plus dans les caisses de l'État et cela se chiffre par milliards. Une prime de 2200 francs pour l'année, c'est ce qu'ils ont déjà obtenu. Mais les syndicats réclament 700 francs par mois et rappellent le meilleur traitement fait aux collègues d'en face. Chaque fois que le dossier éducation nationale a bougé, l'agent des impôts a essayé de coller à l'évolution éducation nationale. L'inspecteur des impôts lorgne sur le salaire du professeur certifié. Le contrôleur des impôts lorgne sur le salaire de l'instituteur. C'est historique, on n'y changera rien. Un signe, l'état-major de la CGT s'était déplacé. Mais pour l'instant, la grève n'a pas réussi à s'étendre au-delà de la direction des impôts. La production des 205 bloqués à Mulhouse, le conflit chez Peugeot et d'autres informations plus brèves avec Anne Poncinet. Production paralysée à Peugeot-Mulhouse, la dernière chaîne encore en fonctionnement bloquée et occupée depuis ce matin. La CFDT réclame aujourd'hui 500 francs d'augmentation du salaire mensuel de base. En revanche, dans l'usine de Sochaux, situation plus calme, la production était normale ce matin.
Yves Rocher, inculpé, démissionne de ses mandats d'élus locaux. Ici, en mars dernier, l'industriel avait fait descendre dans la rue 10 000 habitants du Morbihan pour le soutenir contre la BNP, la banque qui lui aurait revendu l'usine Petit Bateau sans lui dire qu'elle était en difficulté. Suite à cette manifestation, la banque avait porté plainte pour chantage et extorsion de fonds. Michel Villemain, le frère de Jean-Marie Villemain, aurait subi hier un test graphologique lors de son interrogatoire à la gendarmerie de Bruyères. Réaction aujourd'hui de Monique Villemain, grand-mère de Grégory. Je pense que le président Simon sait ce qu'il fait. C'est un homme d'une grande valeur. Pour moi, j'ai confiance, nous avons confiance à lui. Et il faut patienter. Et si on se parlait, titre d'un documentaire sur les relations police-population présenté aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe. Ce film retrace une expérience de dialogue entre police et population. Les services de police urbaine le verront prochainement pour organiser à leur tour de telles expériences. Deux façons de fêter aujourd'hui le 16e anniversaire du coup d'État militaire au Chili en septembre 1973. Officiellement, discours et larmes de Augusto Pinochet. Le général avertit que même après son retrait du pouvoir en mars prochain, il ne permettra pas un retour au pouvoir d'une politique démagogique. Et officieusement, recueillement et arrestation par dizaines pour les manifestants venus rendre hommage aux victimes du coup d'État. Statu quo à la Bourse de Paris, l'indicateur de tendance en légère hausse plus 0,08%. Le dollar perd 0,65% à 6 francs 67,65. Va-t-on parvenir pour la première fois en France à juger un Français pour crime contre l'humanité et à travers lui la politique anti-juive du régime de Vichy? C'est en tout cas l'objectif de l'avocat Serge Klarsfeld qui a déposé une plainte contre René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy. Dans son dossier, de nouveaux éléments. Hervé Brusini. Les 11 dérogations prévues sont supprimées. Par ces quelques mots, au moins 194 enfants, jusqu'à leur épargner, étaient envoyés en déportation. Ce télégramme est signé René Bousquet. Nous sommes le 18 août 1942. Cet homme est secrétaire général à la police sous le régime de Vichy. L'ordre écrit qu'il vient ainsi de donner, c'est la première pièce du dossier déposée contre lui. Autre élément, cette décision du juge Getty. Elle concerne Jean Leguet, décédé depuis quelques semaines. Leguet était pendant la guerre le subordonné de René Bousquet. Arrestation, extermination de populations entières. Dans son ordonnance, le juge Getty affirme la participation de Leguet à des crimes contre l'humanité. Alors, si l'accusation est établie contre le subordonné, comment son chef, René Bousquet, pourrait-il échapper à la justice? C'est le raisonnement que font les deux avocats, Charles Lippmann et Serge Klarsfeld. Ce que nous recherchons, c'est vraiment la condamnation du régime de Vichy dans ce qu'il a de plus odieux, c'est-à-dire la livraison de milliers de familles et de milliers d'enfants aux nazis qui n'avaient pas dissimulé leurs menaces à l'égard des Juifs. Bousquet est le dernier représentant de cette France qui envoya 90 000 Juifs dans les camps de la mort. Pauvre Danielle Gilbert, elle a regagné sa cellule à la prison de Nice et elle ne peut même plus porter sa bague miraculeuse qui a été déposée au greffe. Manifestement éprouvée par son incarcération, Danielle Gilbert a été entendue pendant plus de 3 heures et confrontée à un autre inculpé par le juge. À Grasse, Dominique Verdeillan et Bernard Connor. Le visage défait, le regard absent. Après 5 jours de détention à la prison des femmes à Nice, Danielle Gilbert réapparaît amaigrie, métamorphosée. À l'arrière du fourgon de la gendarmerie se dissimule derrière des lunettes noires Marc Tripier, le cerveau de l'affaire, le créateur de la bague de Ré. Durant plus de 3 heures, le juge Jean-Pierre Murciano va les confronter afin d'établir le degré d'implication de l'ex-animatrice dans le fonctionnement de la société produisant la bague miraculeuse. Vous imaginez bien que c'est une publicité qui a eu un impact assez important et on ne peut pas ne pas être au courant, ou si on n'a pas été, on ne peut pas un jour ou l'autre ne pas avoir eu connaissance de cette publication. Donc, vous vous doutez bien que si
Si elle n'avait pas été d'accord, elle l'aurait fait savoir dès qu'elle en avait eu connaissance. Pour les avocats de Daniel Gilbert, la confrontation a démontré que les déclarations des deux inculpés étaient concordantes. Ils ont demandé la mise en liberté de leur cliente. Chaque seconde, chaque minute et chaque heure qui passe est un véritable drame humain pour ma cliente et que j'espère que monsieur le juge en aura conscience pour qu'une décision soit rapidement prise en sa faveur. Le juge a 5 jours pour se prononcer. À sa sortie du palais de justice, Daniel Gilbert est restée muette devant micros et caméras. L'ex-animatrice s'apprête à passer sa 7e nuit en prison. Il faut écouter les anciens et mettre à profit leur sagesse. Ce n'est pas souvent le cas chez nous, même en politique, mais le maire de Saint-Coulis dans le Finistère fait exception et il convient de le saluer. Dans sa commune de 354 habitants, Kofi Yangnan a mis en place un conseil des sages. Vous l'aurez compris en écoutant son nom, il n'est pas vraiment breton, il vient du Togo, de cette Afrique où les anciens comptent encore. Vincent Gerhardt et Noël Alexandre rentrent de Bretagne. Mairie de Saint-Coulis, salle du conseil municipal. Le maire met la main à la pâte car c'est un jour très important. Tout est au complet. C'est le jour de la réunion du conseil des sages. Des anciens sollicités chaque mois pour donner leur avis au maire. Ils s'appellent Marie-Joséphine, Thérèse ou Henri. Ils sont 9, âgés de 60 à 80 ans. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, même dans une civilisation écrite. Et pour moi, les anciens de ce village sont la mémoire vivante du village. Depuis les dernières élections, Saint-Coulis, solidement ancré dans ses traditions bretonnes, s'était fort bien habitué à son nouveau maire. Mais le Conseil des sages, c'était vraiment inattendu. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Et je trouve que c'est très bien. Je pensais que c'était rien, je croyais que c'était pour le café. Comment ça pour le café? C'est-à-dire, il y a une fois par mois le café des anciens. Ici, c'est du sérieux. Les 9 sages, choisis par les 80 membres du club 3e âge, ont des choses à dire. Et ils sont heureux de pouvoir enfin les dire. Oui, mais arrivé à un certain âge, vous n'avez plus droit à la parole. Vous voulez lancer quelque chose, vous avez des idées, on ne vous écoute pas. Et vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose, vous? Oui, je pense. Oui, je pense que je peux encore apporter quelque chose à la société. Actuellement, la mairie... Ils donneront leur avis sur tout, sur le réaménagement de la mairie, sur une route à mettre en sens unique, sur le prix des terrains, et ça avec enthousiasme. Il faut dans le maison, vous ne connaissez pas. Là, on a fait une mairie. Vous n'avez pas entendu parler de ça là? Il y a des choses. Oui, mais les débuts... Les palabres sont animées et le maire notera tout avec application. Mais pas question pourtant de faire du Conseil des sages un organe de décision. Le conseil municipal peut parfaitement décider le contraire de ce qu'a dit le Conseil des sages, mais au moins j'aurais eu le mérite de les avoir consultés, de savoir que d'autres peuvent penser. Ce n'est pas parce qu'on a trempé 1 million de fois un bâton dans un marigot qu'il devient crocodile. Non, je ne serai jamais complètement, je ne serai jamais un blanc. Je suis un noir, je suis un africain, je le reste, et pour ne pas faire de blagues, il faut que je me rapproche, que j'écoute les anciens. Saint-Coulis continue à vivre tranquillement sa petite révolution. Et après le conseil, les 9 sages rentreront chez eux à l'heure où, loin de Saint-Coulis, les lions vont boire. Demain encore, pour vous dire que Silvio Berlusconi reste à la 5 et participe à l'augmentation de capital demandée par Robert Hersant. Pas de bouleversement donc dans le petit monde des médias qui guettait la décision de l'entrepreneur italien qui est aussi actionnaire de TF1. Et puis au carnet rose, un 2e enfant bientôt pour la duchesse d'York et pour le duc, le bel Andrew. La reine est ravie, paraît-il. Quel temps demain, Sophie Davant? Pas de gros changements demain, toujours des averses au nord de la Loire, un temps couvert sur le sud-ouest et du beau temps sur le sud-est, des températures stationnaires. Voilà, et des détails tout de suite après la pub. Un mot encore, enfin non, plusieurs, parce que j'ai les rapports du tiercé et du nouveau Quintet Plus. Alors, le tiercé, à l'arrivée, le 8, le 4, le 1, 5 francs rapport dans l'ordre, 810 francs, dans un ordre différent, 162 francs. Le Quintet Plus, lui, se joue, vous le savez, sur 10 francs. Alors, l'ordre exact d'arrivée, 163 558 francs, un ordre différent, 2578 francs. Le bonus 4, vous savez sûrement ce que ça veut dire, 296 francs et non pas 276 comme l'affiche votre écran. Le bonus 3, 24 francs, le tout donc pour 10 francs.
Voilà, à 23h30, Henri Sagnier vous donnera les dernières nouvelles de la soirée. Demain, Télématin, bien sûr, à partir de 6h30. Et à 7h45, invité des 4 vérités, Jean Fellman, qui est chômeur à 55 ans. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h. Et tout de suite, Sophie Davant.